Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un village qui me tient beaucoup à cœur et qui a beaucoup contribué à la création de la chaîne YouTube. Ce village est un des villages que j'ai découvert pendant les Journées du patrimoine en 2020. Et en préparant cette vidéo, je me suis aperçu que je n'avais découvert qu'une petite partie. Vraiment une petite partie. Donc aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ce que moi j'ai découvert et ce qui m'a fait apprécier les villes et les villages de l'Oise. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Pontpoint. Pontpoint est un bourg d'environ 3300 pomponiennes et pomponiens et se situe à l'est de Pont-Sainte-Maxence sur la départementale 123 qui va de ce dernier à Gilaucourt entre la rivière l'Oise au nord et la forêt d'Alatte au sud. Pontpoint s'étend sur presque 5 km sur la départementale 123 et est attenant à Pont-Sainte-Maxence au niveau de l'abbaye royale du Moncel. Des 19 km² que compte le territoire, environ 7 km² sont en fait le nord-est de la forêt d'Alatte toute proche, dont le mont Pagnotte culmine à 222 mètres et est le deuxième point le plus élevé de l'Oise. La forêt d'Alatte offre de nombreuses curiosités, vestiges, sources et parfois une vue magnifique et c'est pour cela que je ferai une vidéo spéciale sur cette forêt et ses trésors prochainement. Pontpoint fait partie du canton de Pont-Sainte-Maxence, de la communauté de communes des Pays d'Oise et d'Alatte, la CCPOH, et du parc naturel régional Oise Pays de France, le PNR. Pour ce qui est de la toponymie, le bourg a eu beaucoup de noms différents qui se ressemblent assez, donc je vais vous donner les plus importants. À commencer par Fiscus noster qui dicitur Vicius Levandriacus alio autem nomina Pomponus en 842. Qui veut dire notre trésor qui s'appelle Vicius Levandriacus appelé autrement Pomponus. Vint ensuite Ex Rebu Ficinostri Pomponi in Pago Belvansens en 864. In Villa Pomponiensi en 1060. Huberto de Pompong en 1193, Pomponium en 1200, Pontpoint en 1260, Pontpoint au XIIIe siècle, suivent ensuite plusieurs déclinaisons du nom pour enfin arriver au Pontpoint d'aujourd'hui. Pontpoint a un hameau, Moru, qui avait le nom jadis de Montru et dépendait au XVIe et XVIIe siècle de la paroisse de Roberval. Lors de l'extraction de sablier, on y retrouvait des ossements de mammouth et des sarcophages mérovingiens. Ce hameau faisait partie de la seigneurie de l'abbaye du Moncel. Ses habitants demandèrent en 1791 leur attachement à Pontpoint. D'abord refusé, celui-ci ne devint effectif qu'en 1833 à la suite des opérations cadastrales commencées sous Napoléon. L'arrêt concernant le rattachement définitif a été rendu par le Conseil des ministres le 2 septembre 1848. Louis Grave précise dans son précis statistique que Pontpoint n'a jamais été le nom propre d'aucune commune ou paroisse, mais celui d'une seigneurie et d'une prévôté royale qui comprenait, dans son étendue, 2 paroisses et plusieurs hameaux formant autant de villages distincts, quoique fort rapprochés les uns des autres. Les villages dépendants de Pontpoint sont, de l'ouest vers l'ouest, le Moncel, Saint-Paterne, Saint-Gervais, Saint-Pierre et Moru. D'ailleurs, si l'on en croit cette carte de Cassini, on peut voir que Saint-Gervais et Saint-Pierre portent déjà la mention de Pontpoint et que les autres sont définis comme des villages à part entière. Étant très proches les uns des autres, les villages de Moncel, Saint-Paterne, Saint-Gervais et Saint-Pierre ont fini par se toucher au gré des constructions et n'en faire qu'un seul, avec le nom de Pontpoint. De tous ces petits villages, seul Moru est resté à l'état de hameau car plus éloigné. Sur le territoire se trouve une partie du mont Pagnotte, dont j'avais déjà parlé dans la découverte de Borey, et, selon Louis Grave toujours, il y existait autrefois des restes de fortifications, et on y voyait encore en 1790 quelques restes d'un boulevard en terre, peut-être les vestiges d'un camp romain. Le village éprouva des dommages considérables dans l'invasion de 1814, 120 000 soldats prussiens campèrent sur le territoire, tant dans les prairies que dans la forêt. La population n'eut pas trop à en souffrir grâce au courage et à la fermeté de son ancien et respectable maire, M. Tullier-Violet. Pour l'histoire de Pontpoint, voici quelques dates importantes. En 800, Charlemagne y possède une demeure et une charte y sera signée par son petit-fils Charles le Chauve en 842.
La mairie de Pontpoint fut achetée par Hilduin, trésorier de la collégiale Saint-Frambourg de Senlis en 1182 et abandonnée au profit de l'abbaye du Moncel en 1364 avec les biens et les droits. Philippe IV, dit le Bel, décide en 1309 de fonder une abbaye de Clarisse, branche féministe des franciscains qui suivent la règle de Sainte-Claire. Elle formule 4 vœux: obéissance, chasteté, clôture et pauvreté. Sauf pour les clarisses du Moncel qui sont des clarisses urbanistes et sont donc exemptées du privilège de pauvreté. En 1337, installation des clarisses. En 1418, une épidémie de peste noire emporte la moitié de la population. Louis XIV fait don en 1709 du château de Fécamp attenant à l'abbaye et sera démantelé pour servir à la construction du mur d'enceinte actuel. Ce château était à la base le manoir du Moncel bâti par Philippe de Beaumanoir au XIIIe siècle. Il fut transformé pour le roi Philippe IV et devint sa maison royale. Philippe V de Valois fut un autre roi à utiliser ce château, mais après lui il fut abandonné par les autres rois jusqu'à la vente faite aux Clarisses par Louis XIV. Élection du premier maire républicain, M. Gallois, en 1790. En 1832, le choléra décime 300 personnes sur la commune. Et le village sert de base arrière pendant la bataille de la Marne. L'histoire de Pontpoint est bien sûr indissociable de celle de l'un des plus emblématiques monuments de la région, l'abbaye royale du Moncel. Et ce monument, que j'ai déjà visité 3 fois, fera l'objet d'une vidéo spéciale pour la série des lieux et monuments historiques. Mais Pontpoint n'a pas que l'abbaye comme monument. Allons découvrir ensemble le patrimoine très intéressant du village. Pour ce faire, nous allons traverser Pontpoint, toujours de l'ouest vers l'est. Et la première bâtisse est le château de Bois de Feuillette qui est inspiré de l'hôtel de la Légion d'honneur à Paris et fut construit en 1903. Il est composé d'un corps central et d'un plan semi-circulaire faisant saillie devant la façade et supportant une coupole. Contrairement au modèle parisien, le château de Bois de Feuillette est doté d'un toit à la mansarde avec une balustrade courant tout le long de la façade principale. Ce château fut le domicile du général Pierre Billotte, compagnon de la Libération, député, ministre et grand officier de la Légion d'honneur. Nous avons ensuite le prieuré Saint-Nicolas qui relevait de l'abbaye de Saint-Symphorien de Beauvais. Boileau, homme de lettres et poète, pour ne pas se séparer de celle qu'il aimait, Madame de Bretonville, en devint le prieur en 1662 à la mort de l'oncle de cette dernière. Avec une rente de 800 livres, il resta prieur durant 8 ans sans prendre l'habit d'ecclésiastique, sans faire non plus un usage très pieux de ses revenus. Mais il se démit de ce bénéfice en 1670 sur les conseils du premier président du Parlement de Paris, de Lamoignon. On dit que Boileau versa en dot le reste de ses revenus à Mademoiselle de Bretonville qui se fit religieuse peu après. L'église de ce prieuré fut démolie en 1808 et désormais ce sont des habitations particulières. Poursuivons avec le manoir Saint-Symphorien qui relevait, tout comme le prieuré Saint-Nicolas, de l'abbaye Saint-Symphoria de Beauvais. Classé au monument historique le 11 janvier 1921, il est aussi appelé manoir Saint-Paterne, du nom du hameau. Son édification remonte probablement au début du XIVe siècle. Il est souvent admis que ce manoir aurait été bâti par l'ordre des Templiers, tout comme il aurait servi de chancellerie à Philippe le Bel, mais rien ne vient étayer ces informations. Mais rien ne vient les contredire non plus. Le manoir devint la propriété du sieur Poulet en 1659. À la Révolution, il fut vendu comme bien national et transformé en ferme. Racheté en 1933 par M. Pierre Massé et son épouse, ils vont œuvrer, tout comme M. et Mme Darcy par la suite, à la restauration de ce manoir. Les actuels propriétaires, M. et Mme Vrillon, qui ont refait la toiture et la charpente de ce manoir en 1997, ont continué dans le même sens pour faire de ce manoir Saint-Symphorien un édifice remarquable qui peut être visité lors des journées du patrimoine. C'est d'ailleurs là que je l'ai découvert. Petite anecdote, on parle souvent de souterrains partant de prieurés, de châteaux, de manoirs. Eh bien ici, c'est vrai. 2 départs de souterrains se trouvent dans la grange, au nord, et mènent on ne sait où, puisqu'ils sont tous les deux effondrés et dangereux. Continuons vers l'est avec l'église de Pontpoint. L'église Saint-Gervais, inscrite au monument historique le 26 septembre 1902, est assez atypique et est issue de plusieurs périodes de construction. 11e siècle pour le clocher, 12e pour le chœur et la nef,
14e pour la chapelle sud et 16e pour la chapelle nord. Régulièrement orienté, l'édifice se compose donc d'une nef de 5 travées avec bas-côtés, d'une chapelle au sud et au nord, d'un chœur d'une travée et d'une abside pentagonale. Les chapelles ne sont pas identiques, ce qui rend l'église atypique avec un plan irrégulier. La première église Saint-Gervais se composait d'une nef non voûtée accompagnée de 2 bas-côtés avec un chœur et une abside en hémicycle voûtés en cul-de-four. Seul le clocher de la fin du XIe siècle subsiste. Contrairement à d'autres clochers romans de plusieurs étages, il n'a pas été rehaussé après coup. Ces 3 étages sont donc d'origine et ce clocher peut être comparé à ceux de Rhuys ou encore de Morienval. Vers 1130-1140, la nef primitive est remplacée par la nef et les bas-côtés actuels. Suivront vers 1160-1170 le chœur et la croisée du transept. La grande chapelle sud est ajoutée au début du XIVe siècle et celle du nord au XVIe. Au XVIIe, une sacristie est ajoutée dans l'angle entre le clocher et le chœur. Le clocher comporte donc 3 étages d'arcade en plein cintre et atteint une hauteur de 23 mètres au sommet de la pyramide à 4 pans qui la coiffent. Les 2 premiers niveaux sont identiques et flanqués à chaque angle d'un contrefort. Le nombre de baies par face est de 2 pour les premiers étages et de 3 plus étroites pour le dernier. On voit bien que la chapelle sud est venue se greffer à l'édifice, obstruant ainsi une baie du clocher. Une belle tourelle d'escalier est accolée à la chapelle sud. Le portail est décoré de 3 archivoltes qui s'appuient sur autant de colonnettes et est surmonté d'un tympan représentant des décors de feuillage et est dissimulé sous un porte fermé, ce qui est assez rare. Ce porche est surmonté de 3 baies en plein cintre sur le pignon de la nef et de 2 autres petites baies sur le bas-côté. À l'intérieur, c'est un pur plaisir. Cette église est magnifique et recèle plusieurs éléments inhabituels. À commencer par le chœur qui est légèrement décalé vers le sud et dont on n'a pas l'explication. Les fenêtres de la nef percées dans l'axe des piliers et non entre les piliers comme c'est le cas habituellement. Et enfin l'absence de maître-autel qui toutefois est comblée par 3 autres dans les chapelles. La nef donc est assez large accompagnée de 2 bas-côtés servant à la circulation. Le plafond est en berceau et chaque chapiteau de piliers propose un décor différent. Le chœur comprend l'autel liturgique et un pupitre qui ont été payés par l'abbé Bureau et ses paroissiens. Ce même abbé a aussi acheté le bel orgue du chœur dont il a fait don à la paroisse à son décès. Cet orgue est le même qu'un autre se trouvant dans la cathédrale d'Amiens et, d'ailleurs, beaucoup d'étudiants en musique ainsi que Madame Bordeaux, organiste de Pont-Sainte-Maxence, viennent s'y exercer. L'abside pentagonale n'accueille plus que quelques chaises. La chapelle nord, la plus récente, contient un bel autel avec une Vierge à l'Enfant entourée de 2 belles statues et on y trouve aussi un très beau lutrin. La chapelle sud est, elle, du plus grand intérêt. De par ses voûtes magnifiques, son espace et ses 2 autels. Un des 2 viendrait de l'église du Moncel, l'autre de l'église Saint-Pierre de Pompoint. Mais on ne sait pas exactement lequel était où. Cela n'empêche que ce sont 2 très beaux autels. L'édifice abrite aussi un grand nombre de tableaux très bien restaurés. Il y a une petite tribune au-dessus de l'entrée et des fonds baptismaux du XIIe sont dans le bas-côté nord. Je vous laisse avec quelques éléments intéressants de cette belle église Saint-Gervais.
L'église Saint-Pierre est la plus ancienne du village. La proximité avec la forêt en faisait un lieu de refuge pour les habitants en cas d'invasion. Cette église était réputée pour contenir un reliquaire de Sainte Barbe. Sous la Révolution, le curé refuse de prêter serment à la République et l'église, se trouvant déjà en mauvais état de conservation, fut délaissée au profit de l'église Saint-Gervais. Elle est vendue à un particulier pour être démolie. Heureusement, cette démolition ne fut pas totale et les ruines sont aujourd'hui bien entretenues par le propriétaire actuel. L'église a été construite après la donation de la paroisse au prieuré Saint-Christophe en Alade de Fleurines en 1061. De cette époque ne subsiste que la base du clocher roman. Il possédait 2 étages de baie et était coiffé d'une flèche en pierre flanquée de 4 pyramidions. Le chœur gothique primitif du début du XIIIe est la partie la mieux conservée. La nef et les bas-côtés ont complètement disparu. Mais subsiste une belle tourelle d'escalier au nord. L'aspect le plus étonnant de cette église est son chœur à chevet plat qui occupe toute la largeur de l'édifice. Il est ajouré de simples lancettes sur les côtés et de doubles lancettes surmontées d'une rosace au centre. C'est la première fois que je vois cette disposition, et peut-on dire que c'est unique dans le département? Réponse lorsque j'aurai fait toutes les églises de l'Oise. Finissons les édifices religieux de Pontpoint avec l'ancienne chapelle de Senneville-Roufiac. Cette chapelle seigneuriale faisait partie d'un ensemble comprenant la chapelle et un manoir qui existerait depuis le XIIe siècle. La famille Cornouaille de Senneville l'a occupée au XVIIe et la famille Roufiac au XVIIIe. Ce fut le siège d'une seigneurie. Du manoir ne reste que l'impressionnante terrasse que l'on peut voir de la rue Saint-Pierre avec à l'angle les vestiges de la partie inférieure d'une échauguette et des traces de meurtrières. Cette terrasse supporte aujourd'hui des maisons d'habitation et une ferme. La chapelle est, elle, encore debout. Bâtie vers l'an 1100 dans le style roman, elle représente l'une des dernières chapelles seigneuriales conservées dans la région. C'est un édifice à nef unique avec un chœur à chevet plat. Son intérêt principal réside surtout dans la voûte en berceau du chœur qui est une des plus grandes voûtes romanes qui existent encore dans le quart nord-est de l'Île-de-France. Elle est soulagée par 2 arcs en plein cintre et un 3e plus épais sépare le chœur de la nef. La fenêtre du chœur, elle, date du XIVe et est un peu anachronique dans cet ensemble roman. Depuis la prise des photos de Dominique Vermand, vous pouvez constater qu'une magnifique restauration a été effectuée. Il y a aussi la belle demeure rue Furon appelée le Château. Je n'ai que peu d'informations sur cette demeure du XVIIIe siècle je pense, mais elle est située dans un parc arboré qui, bien aménagé, pourrait faire un joli parc de promenade. Plus près de nous, le domaine de Frappotel, au sud de Pontpoint, à la lisière de la forêt d'Alatte, est un très grand domaine sur lequel a été bâtie en 1966 la Villa Veil, conçue par Jean Dubuisson, un grand architecte du XXe siècle. En 2020, Gaël Loriot-Prévost et Dominique Perrault ont créé l'association pour la conservation du domaine de Frappotel afin de permettre la découverte de ce lieu par le plus grand nombre. Retournons dans les rues de Pontpoint. Le monument aux morts se trouve dans un petit parc à l'angle de la rue Saint-Gervais et de la rue des Sources Saint-Louis et, à ses pieds, une hélice en hommage au lieutenant George McHugh, pilote de l'US Air Force décédé le 11 juin 1944 dans le crash de son avion près de la ferme Montvinet, où se trouve d'ailleurs une autre stèle dédiée à l'aviateur. Pontpoint recèle aussi un bon nombre de petits patrimoines très intéressants. Commençons par les calvaires. Il y a une grande croix à l'angle de la rue Vieille-du-Pont et de la rue Saint-Paterne. Il y a un autre calvaire juste en face du chemin qui mène à la ferme de Montvinet, un autre près du lavoir de la Cascade et un dernier qui se trouve sur le territoire de Roberval mais qui a été cédé par son propriétaire, M. Mancheron, à la commune de Pontpoint. Sans oublier les 2 calvaires de Morue, un près des aires de jeu et l'autre sur la route de la zone d'activité. Le bourg compte une douzaine de lavoirs, dont 6 publics que je vous emmène découvrir. Le premier, très ancien et sans toit, se trouve rue Furon. Le deuxième, sans toit non plus, est le lavoir de Saint-Paterne, dont la restauration est en cours. Et viennent ensuite les lavoirs Saint-Gervais, dans la rue Albert-Mansart, le lavoir de la Fontaine Sainte-Barbe, dans la rue du même nom, le lavoir de la Cascade, près de la Belle Cascade, et le lavoir de la Source Saint-Pierre, dans la rue de la Vieille Église.
Ces derniers sont tous en excellent état avec un toit à impluvium. D'ailleurs, un circuit des lavoirs a été créé pour vous permettre de tous les découvrir lors d'une belle balade. On peut aussi parler de la cascade de Pontpoint, un endroit magnifique et non loin, dans un pilier de porte, une petite statuette en bois de Saint-Jean bien fatiguée par le temps. Il y a 2 plaques de cocher dans le village et une ancienne meule provenant peut-être du moulin à tannerie qui se situait près de la cascade vue précédemment. Cette meule comporte maintenant une plaque en l'honneur des 234 jeunes de l'Oise morts en Algérie, Tunisie et Maroc. Comme vous le voyez, Pontpoint est riche en petits patrimoines, mais sur le territoire, il y a quelques autres endroits intéressants. Comme par exemple en forêt d'Alat, le chêne Bocquet, un très beau chêne nommé ainsi en hommage à Gérard Bocquet, agent forestier de Pontpoint décédé en 2011. Et l'arbre, excusez mon langage, mais c'est comme cela qu'il s'appelle, l'arbre à ça ne s'invente pas. Pour l'école, Pontpoint possède 3 groupes scolaires. 2 groupes scolaires avec maternelle, primaire et élémentaire, cantine et périscolaire. Le groupe L'Ermite Rostand et le groupe Massé Chat-Dufaux. Ainsi que l'école maternelle Paul Langevin, à la limite de Pont-Sainte-Maxence, regroupant les enfants justement de Pont-Sainte-Maxence et de Pontpoint. Pour Moru, les enfants sont accueillis à l'école Gilles Personne de Roberval. Pour la petite enfance, la crèche Les Marionnettes accueille les enfants de moins de 4 ans. Pontpoint compte plusieurs associations à but culturel, scolaire, sportive, de loisirs et de mémoire. Pour en savoir plus sur ces associations, je vous conseille le site de la mairie de Pontpoint, très complet. D'ailleurs, près de la mairie, un très beau piano a été reconverti en boîte à livres. Le bourg a aussi 4 aires de jeu pour jeunes enfants. Une à Moru, avec aussi un terrain de basket et de pétanque. Une autre au croisement de la rue Mac-Hugh et de la rue des Maraîchers. Une autre au croisement de la rue des Sources Saint-Louis et de la rue Saint-Gervais. Et une autre rue du Pont Saint-Paterne, avec là aussi un terrain de basket. Il y a de plus, derrière le groupe scolaire L'Ermite Rostand, un city-stade et une tyrolienne. Au même endroit se trouve la salle des sports et le terrain de tennis. Pour le foot, le club a récemment fusionné avec le FC Ruraville et est désormais le FC Pontpoint Ruraville. Le stade, situé au nord du bourg, est à côté d'un très bel étang de pêche communal. Et les étangs de pêche sont très nombreux le long de la départementale 123E qui contourne Pontpoint. Et si la pêche ou le foot ne vous attire pas, vous pouvez toujours faire du cheval au centre équestre de Pontpoint, Aventure Cheval, et non loin se trouve l'écurie de la Forêt, et près de Frappotel, les haras du Loup. Il faut dire que la proximité de la forêt d'Alat favorise les belles et longues balades à cheval. À l'est des étangs se trouve la très grande zone d'activité de Moru-Pontpoint qui regroupe bon nombre d'entreprises et surtout le port fluvial de la Samin, la carrière de sable dont j'ai déjà parlé avec Roberval. Désormais le sable parvient jusqu'ici non plus en petit train comme autrefois, mais en poids lourd. Il y a aussi quelques petites entreprises et artisans dans le bourg ainsi que des commerces comme boulangerie, bar tabac, restaurant, où l'on mange très bien d'ailleurs, 2 salons de coiffure, un espace bien-être esthétique, une pizzeria et l'on trouve plusieurs traiteurs dans le bourg. Et Pontpoint est la seule commune de la CCPOH à avoir encore un marché hebdomadaire le dimanche. Il y a encore 3 fermes en activité, dont une produit du lait et une autre propose la vente de fraises en distributeur. Et en parlant de distributeur, il y en a un à Moru pour le pain. Pour la santé, le bourg compte un médecin, un cabinet infirmier et une pharmacie. Sans oublier l'EHPAD, les jardins Médicis, une maison de retraite médicalisée. Un policier municipal assure la sécurité pour que Pontpoint continue à être une commune attractive et accueillante et puisse encore faire rêver les amateurs d'histoire et de patrimoine comme moi. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte de Pontpoint, un bourg aux longues rues, aux monuments exceptionnels, entre la rivière l'Oise et la forêt d'Alat, très intéressant à découvrir si vous n'avez pas peur de la marche et avec de bonnes chaussures. Sincèrement, j'adore ce village. Cela a été une joie pour moi d'y revenir et d'en découvrir presque tous les secrets.
Il se peut que j'ai oublié de mentionner certains éléments de la commune, et si c'est le cas, je m'en excuse. Je tiens à remercier Monsieur Doguet, maire de Pontpoint, Monsieur Giraud, Monsieur Thomas, Monsieur et Madame Vrillon et Monsieur Picard pour leur aide, leur accueil et leur gentillesse, ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. J'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle découverte d'un village de l'Oise, et en attendant, n'hésitez pas à partager, à commenter et mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Pontpoint.